E-Live, comment je me nourris ? Une émission présentée par Alice Van Hoy, naturopathe et spécialiste alimentation vivante, végétale et gourmande. Bonjour à tous, chers auditeurs de Radio Médecine Douce. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission Comment je me nourris. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet passionnant qui nous concerne tous, puisqu'on va parler du foie, qui est un organe remarquable. Et pour traiter de ce sujet-là, j'ai à mes côtés Christian Brun. Alors Christian Brun, il est naturopathe, enseignant au Sénato, conférencier, auteur de nombreux ouvrages comme Au diable l'avarice, Stress et immunologie, rhumatisme et arthrose, analyse biologique en naturopathie, et j'en passe. Et il a notamment écrit un ouvrage, Nettoyer et drainer son foie naturellement, chez Guy Trédaniel. Bonjour Christian. Bonjour Alice. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui pour traiter de ce sujet passionnant. Je suis ravi, puis ravi d'être toujours de te voir avec ton sourire aussi éclatant. Oh, c'est gentil, merci beaucoup. Bon, on n'a pas la vidéo aujourd'hui, c'est dommage parce qu'on aurait bien montré aussi la couverture de ton livre aux auditeurs, mais il y aura d'autres occasions. Et donc oui, Christian, tu as sorti ce livre Nettoyer et drainer son foie naturellement avec des réponses naturopathiques chez Guy Trédaniel. Donc c'est un vaste sujet, le livre est quand même assez gros, il y a beaucoup de choses à dire sur le foie, visiblement. Oui, parce que c'est vraiment une plaque tournante de la santé-vitalité authentique. Et j'insiste sur santé-vitalité et j'insiste également sur authentique. Parce que la plupart du temps, les gens ont soi-disant une santé, mais si c'est une santé dans une chaise roulante ou quoi que ce soit, c'est plus une santé, ça. Et c'est pas de l'authenticité. Et c'est ça qu'en naturopathie, on va essayer de faire, c'est d'arriver à retrouver ou acquérir cette santé authentique. Et ça, c'est hyper important, par des méthodes naturelles, par des choses qui sont pas du tout drastiques, comme certaines personnes le pensent. La naturopathie, c'est pas manger un grain de riz coupé en 4 et d'en manger un quart seulement, C'est pas ça du tout. On peut très bien être épicurien et puis faire de la naturopathie, bien entendu. Donc c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre-là, parce que c'est la plaque tournante, c'est vraiment, comme je dis toujours aux étudiants au Sénato, je vous pose une question, vous répondez fois, vous êtes sûr de pas vous tromper, Et c'est la stricte vérité, puisqu'il a à peu près 300 fonctions qui en font vraiment une plaque tournante, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et en plus de ça, c'est une glande, c'est la plus volumineuse glande du corps humain. Elle fait à peu près 1,5 kg à 2 kg, peut-être un peu plus chez certains, bien sûr, ça va de soi, mais ça fait 1 kg, 1,5 kg. Et en plus de ça, c'est une glande extraordinaire parce qu'elle a le pouvoir, c'est de se régénérer. C'est-à-dire que s'il reste que des cellules souches, d'accord, en un mois et demi de temps, on peut régénérer son foie anatomiquement et physiologiquement. À une condition, bien sûr, c'est qu'on arrête de faire des erreurs d'hygiène de vie, bien entendu. C'est un vrai message d'espoir, ça, en tout cas. Et c'est vrai que pour parler du foie, donc c'est la plus grande usine métabolique du corps. C'est vraiment, il y a une filtration, un rôle de filtration très important qui a lieu au niveau du foie. Plus de 2400 litres de sang sont filtrés quotidiennement par le foie, quand il est en bon état et quand il est capable de pouvoir filtrer autant de sang. Donc c'est vraiment quelque part le cœur de l'organisme en quelque sens, mais même si on a un cœur en soi, mais c'est vraiment un rôle. Il épouse, comme tu disais, plus de 300 fonctions au sein de l'organisme. C'est presque plus important que le cœur, parce qu'on parle toujours du cœur, parce que symboliquement le cœur a sa raison que la raison ne connaît point, etc. Mais c'est vraiment le foie, c'est quand le foie il lâche, il y a beaucoup d'autres organes qui suivent derrière et qui lâchent. Parce que si le foie il n'a pas filtré, comme tu le dis si justement, environ 2400 litres par 24 heures de sang, d'accord, automatiquement les autres organes vont être, ils vont être remplis de toxines, etc. Et donc ils vont tomber malades, ou ils vont éventuellement ne pas être suffisamment oxygénés, débarrassés des déchets, etc. Donc vraiment la plaque tournante, c'est ça. Et une chose très importante au niveau du foie, et c'est sa situation anatomique qui est aussi très intéressante, parce qu'on va pouvoir justement, par des mouvements notamment de gymnastique ou de respiration, on va pouvoir aider à drainer un peu ce foie. C'est-à-dire que le foie, il est sous les côtes, il est protégé, bien entendu. D'ailleurs, les boxeurs ont interdiction de donner des uppercuts sous les côtes pour faire éclater la vésicule biliaire ou le foie. Et puis en plus de ça, il est sous le diaphragme. Ce qui fait qu'à chaque fois que j'inspire et j'expire, je fais baisser mon diaphragme, ce qui fait que ça vient compresser au niveau de mon foie. Ça fait comme une éponge, si tu préfères. Et ça, c'est absolument fondamental. Donc chaque fois que je respire, j'inspire et j'expire, je fais monter et descendre mon diaphragme, et donc, conclusion, je fais une pression, je nettoie mon foie indirectement, quoi. On est bien fait, Alors, on a été conçu parfaitement, on est bien d'accord. Alors là, à ce niveau-là. Ça, c'est clair. Et il y a une grande corrélation aussi qui est importante de souligner, c'est qu'il y a un lien très étroit entre le foie
et l'intestin grêle. Il y a cette veine porte là qui connecte le foie et l'intestin grêle, et comme son nom l'indique, qui va transporter tout un tas de choses jusqu'au foie. Oui, c'est-à-dire qu'il y a la première partie de l'intestin grêle qu'on appelle le duodénum, et de duodénum jusqu'au foie, il y a une veine qu'on appelle la veine porte. Et ça, c'est une notion qui est aussi très importante au niveau anatomique et physiologique. C'est-à-dire que tout ce que l'on met dans l'intestin, d'accord ? C'est-à-dire si je mets des aliments bio, le foie reçoit des aliments bio. Si je mets des aliments raffinés, chimiqués, frelatés, industrialisés, le foie reçoit des aliments raffinés, chimiqués, frelatés, industrialisés. Si je mets des médicaments, le foie reçoit des médicaments. Si je mets du Guéours-Traminaire vendange tardive, le foie reçoit du Guéours-Traminaire vendange tardive. Si je mets du chocolat, Alice, le foie reçoit du chocolat. Mais c'est pas si mal de temps en temps, à condition qu'il soit de qualité. Voilà. On est d'accord. Puis ça lui fait plaisir. Bien sûr. Et ça, c'est hyper important, cette notion. C'est pour ça que dès que, par exemple, cette veine porte, par exemple, elle va gonfler parce que le foie, il est congestionné, parce qu'il a trop de déchets et que le sang ne peut pas rentrer pour se faire filtrer, à ce moment-là, il y a une des veines, on va dire une ramification de la veine porte qui va gonfler et ça va donner des hémorroïdes. Et ça, c'est une notion aussi qui est très importante. Les hémorroïdes, qui sont des varices au niveau anal, d'accord, ce sont une congestion du foie. Alors qu'on fasse des bains alternés, qu'on fasse des bains dérivatifs, qu'on mette de la pommade X, Y, Z, tout ça, bien entendu, ça va de soi, on va soulager la personne. Mais il va falloir en même temps décongestionner le foie. Bien sûr, c'est remonter à la cause de la cause de la cause. Et c'est vrai qu'on entend souvent les hémorroïdes, bon, c'est parce qu'on pousse trop, c'est parce que on donne tout un tas d'autres explications, absolument, mais on nomme rarement le foie dans cette manifestation physique. C'est ce que je te disais tout à l'heure en micro. J'ai écouté une émission sur une autre radio. Il parlait des hémorroïdes. Déjà, le type était gêné de parler des hémorroïdes, mais je vois pas pourquoi on serait gêné de parler des hémorroïdes, puisqu'on parle bien des varices au niveau œsophagien, on parle bien des varices vaginales, on parle bien des varices au niveau du mollet. Mais là, parce que ça, au niveau anal, on a l'impression que c'est une situation chaque fois qui est tabou. Mais ça fait partie. La bouche, entre la bouche et l'anus, c'est qu'un tube en permanence, quoi. Vous voyez, et ça, ils ont du mal maintenant, les suppositoires, il y en a quasiment plus. Faut plus prendre la température anale. Enfin, on a l'impression qu'on a monté ça, mais vraiment en épingle, comme si c'était quelque chose de particulier, quoi. Bien sûr, et puis on rend cet endroit complètement mystique, alors qu'au final, bon, on le dit très bien en naturopathie, la voie anale, c'est aussi quelque part la voie royale où tout se... Je rigole parce que c'est ce que tu nous as dit en cours. Mais c'est aussi là qu'on peut évacuer énormément de choses. On s'intéresse tout particulièrement, nous, en tant que naturopathes, aussi au bon fonctionnement du système digestif, et forcément, pour éliminer les toxines, les déchets, les matières, on passe par cette voie-là. Absolument. Et c'est important d'en parler, même en consultation, et de démystifier, de détaboutiser, je ne sais pas si ça existe ce verbe-là, mais en tout cas, là déjà aussi de pouvoir donner des explications, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, je pense, de manière très récurrente, souffrent d'hémorroïdes et ne font absolument pas le lien avec le foie, une possible congestion hépatique, et le fait d'avoir un éclaircissement là-dessus et de se dire, waouh, bon, alors soit j'ai somatisé une frustration, une colère rentrée et ça vient s'exprimer à ce niveau-là, soit j'ai vraiment un foie qui est complètement congestionné par rapport à mon hygiène de vie et au fait que j'en prenne pas soin, et je vais aller travailler à la cause de la cause de la cause pour pouvoir régler ce problème-là. Et tout à l'heure, tu disais que la voie anale, c'est la voie royale. Pour la défécation, oui, mais en même temps, parce qu'au niveau anal, il y a tellement de ramifications sanguines, c'est que dès qu'on met quelque chose au niveau anal, notamment des suppositoires, comme on faisait, moi, ma génération, les parents mettaient des suppositoires d'eucalyptus, de choses comme ça, et ça passait directement dans le sang, ça ne passait pas par la voie intestinale ou estomacale, et où c'était dégradé, etc., etc. Là, dès que vous mettez, les enfants leur mettaient un suppositoire d'eucalyptus, dans les quelques minutes qui suivaient, l'enfant sentait l'eucalyptus. Ouais, et ça, c'est absolument génial. Mais maintenant, je dis, comme on l'a dit, c'est tabou, donc il ne faut surtout pas utiliser cette voie-là. Mais bon, aujourd'hui, on est là pour briser un petit peu les tabous. Ouais, complètement. et voilà, avec ce vaste sujet du foie, en tout cas, on a déjà une explication pour les hémorroïdes. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir ce rôle de filtration qu'a le foie. Qu'est-ce que ça va donner, cette filtration, en règle générale ? Quand le foie, il filtre à peu près les 2400 litres de sang qui passent par 24 heures dans son filtre, ça donne un déchet qui est un déchet, mais un déchet utile, qui s'appelle la bile, qui est stocké dans la vésicule biliaire dans l'intervalle des digestions. Au moment des digestions, la vésicule biliaire se contracte, envoie son contenu dans le duodénum, et là, bien sûr, il y a une action. Par exemple, émulsion des graisses.
Une émulsion, c'est une sorte de vinaigrette, pour parler clairement, ok, pas de problème. Ça casse les grosses molécules lipidiques. Ensuite, ça va lubrifier le bol fécal. Ça va permettre aux matières fécales de glisser dans l'intestin pour ensuite être évacuées par la voie terminale au niveau du rectum. Et ça, c'est Madame Kousmine qui avait trouvé ça. Ça se joue à 1 à 2% près. C'est-à-dire que si j'ai pas assez de bile, j'ai pas assez de lubrification du bol fécal. À ce moment-là, les matières fécales stagnent dans les intestins. Il y a réabsorption de l'eau. Et à la fin, on a ce qu'on appelle, en termes de métier, des crottes de bique, quoi. C'est-à-dire que c'est des matières qui sont sèches, parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de lubrification du bol fécal. Et quelquefois, il suffit de donner une plante du style romarin, artichaut, pissenlit, pour stimuler la vésicule biliaire, qui va se mettre à cracher davantage de bile, et pour lubrifier et régler des constipations opiniâtres depuis des années, et sans laxatif, sans produit particulier pour rompre l'équilibre au niveau ça. Donc émulsion des graisses, lubrification du bol fécal, ensuite synthétisation de la vitamine K, aide à la synthèse de la vitamine K et aide également à alcaliniser le milieu duodénal pour permettre aux sucs pancréatiques d'agir. Les sucs pancréatiques ne peuvent agir que dans un milieu alcalin. Et comme les aliments ont traversé la voie stomacale, ils se sont acidifiés, se sont entourés d'une gangue d'acidité. Or là, les sucs digestifs pancréatiques ne sont pas actifs. Donc vous voyez, c'est un déchet, mais un déchet hyper utile, et ça, c'est très, 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 très important. Oui, ça transforme le chyle en chyme, c'est ça, voilà. Ouais, le bol alimentaire. Ça, c'est les termes, après, voilà. Mais il y a une chose que je voulais dire encore en plus, là, parce que là, on parle des 2400 litres de sang par 24 heures qui sont filtrés, ça donne la bile, et ça, c'est une fonction qui est très importante, d'accord ? Parce que le sang, quand il va ressortir du foie, il ressort par les veines succépatiques, qui s'abouche au niveau de la veine cave inférieure, puis ensuite cette veine cave inférieure vient s'aboucher au niveau de l'oreillette droite du cœur, par un jeu de valvules, ça va dans le ventricule droit, et ça prend l'artère pulmonaire. Et le sang va au niveau du poumon. Et là, le rôle du poumon, c'est de se dégager du CO2 et de prendre de l'oxygène. Mais si mon foie n'a pas fait la fonction de filtration des 2400 litres de sang, à ce moment-là, le sang qui ressort du foie est aussi encrassé que celui qui était rentré. Et donc, le sang ensuite va au niveau de la voie respiratoire. Là, la voie respiratoire se dégage du CO2 et prend de l'oxygène, mais en même temps, va essayer de faire le boulot que le foie aurait dû faire. C'est-à-dire qu'il va essayer de filtrer le sang qui va passer dans ses tissus. Et là, ça va donner un terrain, on va dire, mucosique, glaireux, d'accord, qui va être un terrain favorable à l'implantation d'un microbe, un pneumocoque, mais aussi un coronavirus. Et ça, c'est aussi très important, parce que justement, et ça on l'oublie, et on voit les épidémiologistes, virologues et tout ce qu'on peut voir sur les plateaux de télé, de radio en ce moment, sont tous professeurs, entre parenthèses, j'en ai jamais vu autant, quoi. Mais quand on les interroge, ils répondent, on sait pas. Mais comme disait Coluche, s'ils ont rien à dire, il faut qu'ils ferment leur gueule, c'est tout, c'est pas plus compliqué. Oui, c'est sûr que là, de donner en plus des explications qui sont absolument pas fondées. Là, en quelques minutes, en fait, tu viens de nous expliquer à quel point il peut y avoir des déviations au sein de l'organisme si le foie, entre autres, est congestionné. Il va y avoir une déviation naturelle qui va être faite par l'organisme, mais qui va expliquer tout un tas d'autres manifestations physiques qu'on peut avoir, comme du mucus, des glaires, etc., qui sont pas forcément liées au fait que on a chopé froid ou autre, et qui peuvent être liées Absolument. Complètement au fait que le foie est congestionné, qu'il n'arrive pas à filtrer correctement, et que le sang qui ressort est encore complètement encrassé, et ça donne un travail supplémentaire aux autres émonctoires, parce qu'on n'a pas précisé, c'est que le foie était un émonctoire. Absolument. Donc les émonctoires, il y en a 4, je vais te laisser les nommer. Il y a la peau, bien sûr, avec les glandes sudoripares et sébacées. Ensuite, il y a le foie, vésicule et intestin, on vient d'en parler. Il y a les reins, bien entendu. Et puis ensuite, il y a la voie respiratoire. Et là, justement, quand la voie respiratoire est encombrée de mucus, là, je répète, ça donne un terrain favorable à l'implantation d'un microbe. Parce qu'il faut jamais oublier la phrase de Pierre-Valentin Marchessault, qui a été le grand bonhomme de la naturopathie française. Et j'ai eu l'avantage d'avoir été son assistant pendant 7 ans, donc je tiens à en parler absolument. Et il disait, est-ce que c'est le moustique qui engendre le marécage, ou est-ce que c'est le marécage qui engendre le moustique ? Complètement. Et ça, on peut pas démontrer le contraire. C'est-à-dire que s'il y a des moustiques chez vous, c'est qu'il y a un marécage. Bien vous sûr. asséchez le marécage, les moustiques, ils ont plus qu'à partir. Vous voyez, et ça, c'est très important. Une autre fonction également qu'on oublie au niveau du foie, d'accord, c'est la fonction de destruction des vieilles hormones. Et ça, quel est l'endocrinologue qui va aller regarder quand vous avez un syndrome prémenstruel ou pas de règles ou quoi que ce soit, il y a un dérèglement hormonal,
Qui va aller voir l'état du foie s'il détruit trop rapidement les vieilles hormones ou s'il les détruit pas suffisamment vite? S'il les détruit pas suffisamment vite et que je continue à en fabriquer, je vais être en hyperhormone. Et inversement, si je détruis trop vite, je vais être en hypohormone. C'est trop facile de filer des tas de médicaments à droite à gauche ou certains naturopathes qui sont pas formés au Sénato, bien entendu. On s'amuse un petit peu. Ils vont donner Gatillier, Grémil, Achille millefeuille, etc. Mais ça reste de la nature. C'est pas de la naturopathie, ça. Ça reste de la médecine douce. Oui, c'est de l'antisymptomatisme. On remonte pas à la cause. C'est de la médecine douce allopathique, quoi. Exactement. Exactement. Et en effet, ces connexions, ces corrélations, etc., sont pas souvent faites parce qu'on a tendance à se dire, bon, mine de rien, il y a un symptôme, voilà, je sais que ça va aider pour ça. Mais c'est là où on se rend compte à quel point le foie, encore une fois, parce que c'est le sujet qu'on aborde aujourd'hui, a un rôle primordial dans tout un tas de fonctions au sein de notre organisme. C'est un véritable éboueur, hein, comme les autres émonctoires que tu as nommés, la peau, les reins, les poumons, ce sont de véritables éboueurs de l'organisme. Et c'est sûr que quand les éboueurs font grève, on a plein de poubelles sur le trottoir. Et ça pue, et c'est dur de se débarrasser de toutes ces ordures. Et tu vois, j'aimerais encore rajouter quelque chose qui est aussi très important et qui est d'actualité, justement, notamment avec le coronavirus, encore en plus, là, c'est que le foie, il possède certaines cellules qui font partie, on va dire, du système de défense inné, spontané, qu'on appelle les cellules de Kupfer. Les cellules de Kupfer, ce sont des macrophages qui sont issus des monocytes transformés. C'est-à-dire que dans l'organisme, on a une catégorie de globules blancs qu'on appelle les monocytes. Ces monocytes sont transformés en macrophages dans un système qui regroupe plusieurs organes qu'on appelle le système réticulo-endothélial, dont fait partie le foie avec les cellules de Kupfer. Donc très important, parce que les macrophages, ce sont eux qui suivent une autre catégorie de globules blancs qu'on appelle les neutrophiles pour essayer d'assainir le terrain, ramasser les cadavres de microbes ou de globules blancs, etc. Et ça, c'est vraiment très, très, très important. Et c'est pas terminé. Il y a encore une autre fonction de détoxification au niveau du foie. D'accord? On a tout un système de nettoyage pour essayer de réduire les déchets, réduire la toxicité des déchets qu'on peut avoir dans l'organisme, réduire la taille des gros déchets qui peuvent pas être évacués et travaillés. C'est ce qu'on appelle les cytochromes P450. Et c'est fondamental, vous voyez, ne serait-ce que déjà que par ce qu'on vient de faire là, mais t'as vu un peu l'étendue au niveau du foie, mais c'est quelque chose de primordial. C'est grand commodore la Légion d'honneur, hein. La vraie, pas celle qu'on file aux footballeurs, hein, donc... Mais c'est vrai qu'en t'entendant, là, en ayant nommé déjà toutes ces fonctions hépatiques et sachant qu'encore une fois, il y en a près de 300, donc là, on a fait juste un petit aperçu, mais c'est pour dire à quel point le foie épouse tout un tas de rôles fondamentaux au sein de notre organisme. Ça permet, et je pense que là, les auditeurs qui écoutent ce podcast vont se rendre compte, et je pense que beaucoup déjà savent à quel point le foie a des rôles primordiaux, mais à quel point c'est précieux d'en prendre soin et qu'il faut le bichonner, le chouchouter et vraiment le prendre avec toute sa considération possible pour être sûr qu'il se porte bien et qu'il fonctionne au mieux de ses capacités. Il y a une chose que les anciens faisaient, ils le faisaient, mais d'une manière sans savoir aucune raison scientifique, etc. Ils mettaient la bouillotte. Ils bassinaient le lit. Il y avait des raisons, parce que le foie, c'est l'organe le plus chaud de l'organisme. La température, je crois, rentre aux environs de 39 et des poussières et ressort à 41,3. Et c'est pour ça que les anciens mettaient la bouillotte en permanence. Et ça, c'est aussi fondamental. D'accord ? On arrive à avoir des explications. Oui, d'ailleurs, on la préconise pour améliorer la digestion, etc. Une bouillotte chaude sur le foie, c'est toujours positif. Ah oui. Ça vient le soutenir dans ses fonctions. Et alors, comment observer, parce que là, on a déjà nommé certaines manifestations de congestion hépatique qui pouvaient se présenter si toutefois le foie ne fonctionnait pas au summum de ses capacités. Mais quels sont les autres grands symptômes qu'on peut observer lorsque le foie est congestionné et qui ne fonctionne pas correctement ? Donc, on peut faire des pathologies respiratoires, on vient de le démontrer. Ensuite, des hémorroïdes. On peut avoir le teint jaune, une fatigue chronique, sans explication particulière en soi. D'accord ? On peut faire même de l'insomnie. On peut faire des tas de choses, etc. Mais il y a une chose sur laquelle j'aimerais qu'on insiste également. Par exemple, quand tu manges des protéines, animales ou végétales, hein, ça c'est aussi très important. La fin de la digestion des protéines, ça donne des acides aminés. Ensuite, ces acides aminés qui sont au niveau du duodénum prennent la veine porte et ça va au foie. Et là, le foie, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il en prend pour lui. Et avec ces acides aminés, il va refabriquer des protéines organiques. Il va fabriquer, par exemple, de l'albumine, qui va déterminer la viscosité sanguine. Il va fabriquer HDL, LDL.
Eh ouais, et ça j'insiste là-dessus parce que la plupart du temps, les gens considèrent LDL, HDL comme le cholestérol. Non, que nenni, comme dirait l'autre. C'est les transporteurs du cholestérol. Et ça, c'est aussi très important. C'est le foie qui va fabriquer la transférine, le transporteur du fer. Et ça aussi, c'est encore une notion qui est très importante. Parce que si éventuellement mes cellules sont carencées en fer, donc en oxygène, mais c'est peut-être pas par un manque de fer, c'est peut-être un manque de transférine. Donc peut-être problème hépatique, d'accord, ou problème de protéines. C'est bien beau de filer tardiféron, ferrograde 500 ou d'autres éléments, par exemple en naturopathie, il y a plein de labos qui font du fer, mais si on n'a pas le transporteur, ça sert strictement à rien. C'est le foie qui fabrique la céruloplasmine, qui est le transporteur du cuivre. C'est le foie qui fabrique le fibrinogène, qui est l'acide aminé, la protéine de la coagulation, etc., etc. Puis ensuite, le foie, lui, quand il s'est bien servi et qu'il a fabriqué ce dont il devait faire, eh ben, le reste, il va l'envoyer dans la circulation générale. Il y a une partie qui va aller au niveau du système endocrinien pour fabriquer des hormones. Eh oui, les hormones, c'est fait à partir des protéines et des acides gras. Une autre partie va aller au niveau du système immunitaire pour fabriquer des immunoglobulines, des anticorps. Et si je te dis ça, c'est qu'il n'y a pas longtemps, j'ai entendu à la radio, pas la vôtre, hein, à la radio ou à la télé, que l'alimentation n'avait rien à voir avec le système immunitaire. Non mais attends, ils ont eu leur diplôme dans une pochette surprise ou quoi là? C'est pas possible ça. Mais ça c'est complètement honteux d'entendre ça. Absolument, complètement. Ensuite, le foie va envoyer aussi encore les protéines qui restent dans le système, par exemple nerveux, pour fabriquer des neurotransmetteurs. Notamment, par exemple, un neurotransmetteur très important dès le matin qui s'appelle la dopamine, qui est le neurotransmetteur du plaisir, du désir, la motivation, la mémoire et la concentration. Tu vois ? C'est pour ça que si un jour on me met ministre de la Santé, je supprime tous les cafés au lait et croissants dans les ministères. Tu peux être sûr que je voterai pour toi, en tout cas. Là, c'est certain, on veut Christian Brun. Et alors, attends, c'est pas terminé. Quand le foie, il a fait ça, il en a pris pour lui, il l'a envoyé au niveau du système hormonal, au niveau du système immunitaire, au niveau du système nerveux, le reste, qu'est-ce qu'il en fait, ces acides aminés ? Il peut pas les stocker. Et oui, c'est ça le problème. Sinon, on mangerait une entrecôte le lundi matin, on en aurait pour toute la semaine. Mais c'est pas le cas. Il faut en manger tous les jours. On a besoin de protéines tous les jours. Et qu'est-ce qu'il fait avec cet excès d'acides aminés ? Bah, il est obligé de les éliminer. Mais on peut pas éliminer les acides aminés comme ça. Il va y avoir ce qu'on appelle une désamination oxydative. C'est le foie et les reins, encore le foie, qui va casser la molécule d'acides aminés, d'accord ? Et ça va donner de l'acétone et de l'ammoniac. L'acétone va être envoyé par la voie respiratoire, oxydé, d'accord ? C'est bien caractéristique, hein ? Quand les gens sentent l'acétone par la voie respiratoire, tu fais pas un gros bisou, hein ? Et ouais. Et l'ammoniac est éliminé comment ? Alors, la plupart du temps, les gens répondent, on va uriner. On peut pas uriner de l'ammoniac, t'imagines un petit peu ? Ça serait catastrophique. Alors, on pourrait nettoyer les toilettes en même temps, hein ? Ce serait pratique, hein ? Mais c'est pas le cas. Ah ouais. Donc, là encore, c'est le rein qui va casser la molécule d'ammoniac, une partie, en sels ammoniacaux. Et là, je peux pisser des sels ammoniacaux, oui. Et l'autre partie va aller au niveau du foie. Là encore, le foie qui va transformer ces acides aminés, cet ammoniac, en excès, qui va le transformer en urée, pour être ensuite éliminé au niveau urinaire. Vous voyez, toi, c'est hyper important. Qu'est-ce qu'il a comme autre fonction aussi très importante aussi, le foie ? C'est notamment, c'est lui qui stocke le glycogène, le glucose. Quand je mange des glucides, ma digestion, ça donne du glucose. Ensuite, mon glucose, il va au niveau du foie et des muscles pour être stocké sous forme de glycogène. Et quand j'en ai besoin, hop, le foie et les muscles peuvent libérer. Les muscles, si on fait du sport, si on court, et le foie, il va être libéré du glycogène si notamment mon cerveau a besoin de glucose. Et ouais, c'est le carburant du corps humain. 4 grammes de sucre à l'heure. C'est pour ça qu'après l'émission, ça va sentir caramel dans le studio. Mais ça sent déjà, hein, la barbe à papa, le caramel, tout est en train de flamber. Ouais. Mais oui, c'est tellement passionnant en fait de se rendre compte à quel point toutes ces fonctions-là, elles ne peuvent pas être abouties de manière idéale si le foie est congestionné ou ne fonctionne pas au summum de ses capacités. Mais tu sais, puisque tu as fait les cours avec moi aussi, je voulais à chaque fois démontrer. Quand tu vois l'état du foie, quand tu vois l'état du système immunitaire, etc., on ne peut pas tomber malade, ce n'est pas possible. C'est impossible, d'accord ? Et pourtant, on s'entête. Pourquoi ? Parce qu'on va dans les lois qui sont totalement antinaturelles, quoi, en permanence. Et tout à l'heure, tu l'as souligné, le foie, bien sûr, au niveau organique,
Il faut le chouchouter, je te dis, grand commandeur de la Légion d'honneur, mais aussi au niveau psychologique. Tu en as parlé tout à l'heure. Bah oui, on va aborder ce point-là. Donc c'est vrai que là, on parlait justement des choses à observer si le foie ne fonctionnait pas correctement, quels étaient les grands symptômes. Donc tu nous as parlé de toutes les déviations qu'il pouvait y avoir au niveau de la voie respiratoire, les poumons qui prennent le relais. Après, on peut avoir la laine chargée, on peut aussi avoir la peau qui prend le relais à un moment donné, avec de l'acné ou autres manifestations cutanées. Il peut y avoir des migraines aussi. Les grands migraineux parfois peuvent avoir des petits soucis de foie. Enfin, il y a tout un tas de symptômes et c'est très important de prendre en considération le fait que le foie, parfois, quand il est trop surchargé, il dévie, il relargue et il va donner la responsabilité, entre guillemets, à un autre émonctoire pour gérer ce que lui n'arrive plus à gérer en surplus. Et parfois, on a tendance à se dire, comme tu le nommais, j'ai une maladie respiratoire alors qu'en fait, c'est tout simplement un souci hépatique qui est à l'origine de ça. Et là, une chose très importante, quand il y a un problème de foie, justement, comme je dis toujours, il faut lui foutre la paix. Eh ouais, quand un organe est malade, il faut lui foutre la paix. J'ai un problème de foie, d'accord, j'arrête de picoler. Hein. Eh ben ouais, c'est ça le truc. Et je dis ça pourquoi ? Parce que là, on parle du foie, mais on aurait pu parler du rein. Quand une personne est en insuffisance rénale, on lui dit « faut boire ». Ben non, le rein est fatigué. Donc il faut boire le minimum, mais pas plus. Et là, pour le foie, c'est exactement pareil. Quand le foie il est malade, faut arrêter de picoler de l'alcool, faut arrêter aussi, bien sûr, tous les produits gras, les sucreries, etc., pour qu'il puisse lui permettre de se régénérer. Et ça aussi, c'est une notion qui est très importante. Faut pas vouloir drainer le foie en permanence. Et c'est peut-être un défaut de certains naturopathes en permanence qui veulent drainer. Donc il faut peut-être au contraire le régénérer. Et là, on a des plantes qui peuvent régénérer le foie, toujours dans un contexte naturopathique, c'est-à-dire dans une correction nutritionnelle, une correction d'hygiène de vie. Notamment, vous avez le Desmodium, Chardon-Marie, le Chrysanthellum americanum, qui sont vraiment les 3 plantes qui régénèrent le foie. Par contre, toutes les plantes amères, du style artichaut, pissenlit, fumeterre, boldo, etc., qui sont des plantes amères, d'accord, eux drainent le foie et la vésicule biliaire. Donc c'est 2 notions qui sont aussi très importantes. Donc quand vous avez un foie, comme tu l'as dit, qui est fatigué, qui manifeste son désarroi en disant « attention, je suis fatigué, je suis rempli de déchets, j'en peux plus, je suis débordé », faut pas le drainer là. Puisqu'il est déjà débordé, il faut d'abord le régénérer et ensuite on va le drainer. Oui, complètement. Et c'est vrai que cette erreur est souvent faite, c'est qu'on se dit ça marche pas correctement, on draine. Et c'est justement une des bases en naturopathie. Avant de drainer, déjà on régénère aussi, parce que pour pouvoir évacuer les poubelles. Et voilà. Et c'est pour ça qu'en naturopathie, d'abord, on fait un bilan de vitalité. D'accord, et c'est très important. Ça nous permet, nous naturopathes, de voir est-ce qu'il y a suffisamment d'énergie vitale. D'accord ? Et le degré d'encrassement de la personne. Parce que plus la personne est encrassée, au niveau humoral, j'entends, moins il faudra peut-être drainer. Au contraire, il faudra y aller tout doucement, progressivement. Parce que si je draine trop vite, d'accord, peut-être, comme tu le disais, c'est peut-être un autre émonctoire qui va prendre en charge l'élimination que le foie ne peut pas, et on va se retrouver avec une insomnie, on va se retrouver avec une langue chargée, on va se retrouver avec plein de boutons sur la figure, c'est pas une diarrhée, etc. Il y a plein de petits symptômes, quoi. Oui, et donc le mieux, c'est d'aller voir un naturopathe pour voir qu'est-ce qui vous correspond le mieux. Est-ce que vous êtes plutôt propice à une détoxification du foie ou est-ce qu'il vaut mieux régénérer dans un premier temps et après détoxifier ? Mais il faut aller voir un naturopathe compétent. Oui. En un seul mot. Hein. Non, mais je dis ça, pour rigoler, tu rigoles, mais c'est parce que, et tu le sais très bien, parce que tu es dans le milieu, il y a des naturopathes, ils sont cons et pétants aussi, hein. Parce que il y a certaines écoles, permets-moi de le dire, qui sont des charlots, quoi. Quand on forme un naturopathe en 200 heures, ou par correspondance, excuse-moi, mais bon, moi je peux pas prendre ces gens-là en considération, et quelquefois, même quand je dis que je suis naturopathe, et qu'on me mélange à ces gens-là, j'ai presque honte de dire que je suis naturopathe. J'ai presque envie de dire, je suis au contraire un éducateur de santé. Tu vois, je préférerais, parce que maintenant c'est tellement galvaudé, tout le monde peut se dire naturopathe, tu fais 200 heures de cours, ou alors même par correspondance, on le voit en permanence sur Facebook, les gens qui proposent ce genre de formation. Non, franchement, c'est pas sérieux. Et tant qu'il y aura ces gens-là, que moi je considère comme des charlots, on sera jamais pris en considération. Et c'est pour ça qu'il faut monter la barre
et ça va se faire de plus en plus, d'accord, pour avoir des compétences, etc. Là, je vois, comme tu disais tout à l'heure, moi je suis chargé du cours au niveau les analyses sanguines, urinaires et coproculture. Les élèves ont 12 heures là-dessus pour au moins avoir des bases. J'ai pas dit que c'était suffisant, mais au moins avoir des bases de fonctionnement. C'est moi qui fais le cours aussi en cancérologie. Non pas que j'ai la prétention de guérir des cancers, Dieu m'en garde, mais au moins d'expliquer, peut-être d'aider la personne au niveau alimentaire, au niveau psychologique, etc., etc. Et ça, ce sont des notions qui sont très importantes que moi je déplore. Je te dis en permanence, tu le sais bien. Donc. Oui, oui, c'est sûr que il y a formation et formation. Une formation à distance pour moi en naturopathie, c'est une hérésie. Comment peut-on se former derrière un écran sans être en présentiel, sans pouvoir observer tous les indices de vitalité, hein. Le bilan de vitalité fait partie grandement de la première consultation de naturopathie. On a besoin de ça pour établir vraiment la vitalité d'une personne et pouvoir l'orienter au mieux, aussi créer au mieux son PHV. Et c'est sûr que faire ça à distance, ça devient très compliqué. C'est que même moi, pendant le confinement, là, il y a des gens qui m'ont demandé si je faisais les consultations par Skype. Non. Je peux pas, j'ai besoin, moi, du relationnel. Déjà il y a certains cours qu'on est obligé de faire en visioconférence, tu peux t'assurer que c'était vraiment pas évident. Hein. Bah oui, après, à distance, c'est vrai que là, avec les mesures qui sont prises actuellement, on peut faire de l'accompagnement, voilà. Mais une consultation de naturopathie à proprement parler avec le bilan de vitalité, etc., ça, c'est toujours en présentiel. C'est très compliqué de le faire. Mais une consultation, tu le sais très bien, ça dure au minimum entre 1 heure, 1 heure et demie, voire quelquefois 2 heures. Hein. En dehors, c'est pas sérieux, quoi. C'est ce qu'on dit en permanence au niveau du corps médical, qui prennent 10 minutes, d'accord? Et certains naturopathes, il y en a certains qui le font comme ça, hein, aussi, en 10 minutes, un quart d'heure. Non, c'est pas sérieux, ça. Je pense qu'il va falloir qu'un jour, il y ait un grand coup de balai qui soit donné à dépoussiérer un petit peu dans notre profession pour arriver à ce qu'il reste des gens vraiment qui soient compétents, vraiment, et qui représentent la profession, quoi. Oui. Oui, mais ça nous amène à reparler de notre cher ami le foie, hein, qui est vraiment qu'on honore et qu'on remercie pour toutes les actions qu'il mène au sein de notre organisme. Alors, quelle est la meilleure, si on s'intéresse au drainage du foie, quelle est la meilleure période pour le drainer? Est-ce qu'il y a une saison recommandée? Comment on s'y prend? Voilà, tu vas nous répondre un petit peu à toutes ces questions. Tout à fait. C'est principalement au printemps. Bien sûr, ça va de soi. Là, c'est pas en hiver, parce que le foie, c'est l'organe le plus chaud de l'organisme. Et là, l'hiver, il souffre énormément. D'où l'intérêt de réchauffer, de mettre des ceintures de flanelle, comme faisaient les anciens. Là encore, ils réchauffaient leur foie et ils réchauffaient les reins, qui sont les 2 organes les plus chauds de l'organisme. Donc ça, c'est absolument fondamental. Puis en plus, entre Noël et le jour de l'an, au niveau alimentaire, sans commentaire. D'accord ? Ensuite, justement, en hiver, on mange des aliments beaucoup plus chauds, beaucoup plus gras, etc. Alors qu'au printemps, ça y est, on commence à vouloir prendre des crudités, à préparer des plats un petit peu plus vitalogènes. Et ça, c'est aussi très important. Donc c'est plutôt à cette période-là qu'on va peut-être soit régénérer, soit drainer, comme on l'a dit tout à l'heure. D'ailleurs, la nature est bien faite. C'est à ce moment-là qu'on a le pissenlit, qu'on a toutes les jeunes pousses qui arrivent. Absolument. Et qui sont justement drainantes hépatiques. Et puis en même temps, on va en profiter peut-être de faire une psychothérapie émotionnelle et corporelle. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit si justement tout à l'heure, le foie, psychologiquement, c'est l'organe des colères rentrées et des frustrations. Et c'est pour ça que moi, j'adore donner des cours ou des conférences ou parler avec toi en ce moment, parce que moi, ça me permet de vider mon foie en permanence, parce que j'ai pris l'habitude à mon âge maintenant de dire toujours ce que j'ai envie de dire, et ça me permet comme ça d'avoir un foie en pleine forme. Mais tu as bien raison, et c'est tellement sain en fait, parce que comme tu l'exprimes, hein, le foie est un organe aussi qui est complètement lié à la colère, aux frustrations, aux ressentiments, et le fait de refouler toutes ces émotions, en fait, on fait du mal à son foie. Tous les non-dits, tu vois, voilà. La non-expression des non-dits, alors ça, c'est catastrophique, ça. Et c'est pour ça que dans notre société judéo-chrétienne, où on a interdiction de dire certaines choses en permanence, il y a une solution quand même. Si on peut pas le dire, bien entendu, c'est de l'écrire. Eh ouais, on prend des feuilles de papier, puis on écrit tout ce qu'on a envie de dire à la personne, mais on n'envoie pas le courrier quand même, hein. Parce que sinon, c'est assez problématique. Mais ça fait un bien, au moins ça sort de la personne. Et il faut le faire à la main, il faut pas le faire à l'ordinateur, hein, ni au dictaphone. Hein. Faut écrire tout ce qu'on a envie d'écrire, tout ce qu'on a
dans les tripes, comme je dis toujours. Et ça, c'est fondamental. Oui, c'est ce que tu disais, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et Absolument. toutes ces émotions qui sont refoulées, quelque part, elles viennent nous nuire et impacter directement notre santé, mais physiologique. Ah bah oui. Parce que on a beau se dire c'est de l'émotionnel, ça va pas impacter le physique. Et ben si, on parle de somatisation, c'est pas pour rien. Une émotion qui n'est pas exprimée, qui est refoulée en permanence, et ben ça va créer tout un tas de désagréments au niveau hépatique, mais aussi à tout un tas de niveaux. Partout. Tu vois, ce que n'aime pas le foie aussi, c'est le stress. Tu vois, et stress positif ou négatif, hein. Tu vois, et ça agit sur le foie, mais ça agit sur le système immunitaire aussi. Je reviens, là, j'étais faire un séminaire de 8 heures à Aix-en-Provence sur justement la notion de stress et de système immunitaire, mais on peut démontrer que les gens qui sont stressés font chuter leur système de défense et leur système immunitaire après, parce qu'il y a deux systèmes, et ça on l'oublie trop souvent. Le système de défense, c'est la peau, c'est les sécrétions que tu peux avoir au niveau de la salive, au niveau des yeux, etc. Puis ensuite, les globules blancs qui font la phagocytose, c'est-à-dire qui digèrent les éléments étrangers. Et quand cette première barrière innée, spontanée, l'expression de la force vitale est dépassée, là on va alerter le système immunitaire avec les anticorps, avec les immunoglobulines. Mais c'est seulement à ce moment-là, ça va d'une manière hiérarchique. Comme je dis toujours, quand un couple est en train de se disputer, on va pas appeler le GIGN. Vous voyez, ça va crescendo, quoi. Et c'est seulement après qu'on va alerter les immunoglobulines spécifiques au coronavirus, spécifiques à l'hépatite, etc., etc. Mais on va pas alerter en permanence comme ça. C'est là qu'on voit qu'on est vraiment acteur dans notre santé et que on a un rôle fondamental à jouer pour prendre soin justement, que ce soit de toutes ces barrières de protection, mais prendre soin de notre corps en règle générale. Le foie, on en prend soin en se nourrissant bien, en cultivant des émotions positives. Et en fait, après on crée un cercle vertueux quelque part. Plus on prend soin de soi, plus on se rend compte qu'on est acteur et que vraiment tout ce qu'on met en place, c'est pour notre santé et que on est, c'est pas quelqu'un d'autre qui pourra être responsable. Là, on nous fait croire actuellement que toutes les réponses sont à l'extérieur. On nous déresponsabilise par rapport à notre santé et on nous fait croire que, là, on est dans un contexte assez particulier d'une dictature sanitaire pour moi, mais on nous fait croire que les réponses sont à l'extérieur, que c'est en portant un masque, en portant des gants en latex et en s'enduisant tous les jours de gel hydroalcoolique et le vaccin. qu'on va pouvoir se protéger des agressions environnantes. Alors que ça fait des milliards d'années qu'on est entouré de virus, on a plus de bactéries que de cellules au sein de notre organisme. On sait au quotidien se défendre et c'est la beauté de l'immunité qui est là, qui nous permet de nous défendre au quotidien. Et en fait, on va nous faire croire que tous ces artifices extérieurs vont permettre de nous préserver des agressions extérieures. Alors que il suffirait de prendre le simple gel hydroalcoolique qui détruit complètement le derme de la peau et qui nous rend perméable aux agressions extérieures. Donc tout ça, c'est une toute petite parenthèse et c'est pas le sujet d'aujourd'hui, que ça rejoint un petit peu tout ce qu'on était en train de dire sur le rôle immunitaire du foie au sein de notre organisme. Mais tout ça pour dire vraiment de prendre conscience qu'on est les acteurs de notre santé, que vraiment c'est primordial de prendre soin de soi au quotidien, d'être conscient un petit peu du fonctionnement de son organisme, parce que c'est en comprenant comment ça marche qu'on peut aussi agir au mieux pour en prendre soin. Et voilà, c'est d'avoir une vraie responsabilité. Quand tu dis le naturopathe est un éducateur de santé, c'est très juste. C'est qu'on va donner des clés aux gens pour qu'ils puissent prendre soin de leur santé. Après, s'ils veulent ouvrir la porte ou pas, c'est leur choix. D'accord ? Mais on donne déjà le trousseau clos, on dit, voilà, ça ouvre telle porte, et vraiment de responsabiliser la personne aussi par rapport à sa santé, par rapport à ce qu'elle met dans son assiette, par rapport aux émotions qu'elle choisit ou pas de nourrir en elle. Ça, c'est très important de rappeler. Je voudrais simplement rajouter un petit truc au niveau du masque, là, parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, hors micro, j'ai écrit un article dans une revue qui s'appelle Santé Corps Esprit, qui va paraître bientôt, là, sur le port du masque, parce que c'est une aberration complète au niveau immunitaire, ça tient pas debout. Parce que justement, quand tu portes le masque, tu es isolé des autres microbes, en quelque sorte, parce que soi-disant, ça retient les microbes. Et moi, je suis en contact avec les microbes, moi, je fabrique des immunoglobulines. Et plus je me fragilise, plus il va falloir que je prenne des médocs. Je trouve ça un peu louche. Tu vois, il y a du louche. Et toi, tout à l'heure, on en reparlait encore, on parlait du système immunitaire, justement, lequel fabrique qui est considéré dans le foie, c'est que lorsque tu es mis en présence d'un microbe, tu fabriques des immunoglobulines spécifiques qu'on appelle des IgM. Et lorsque la bataille elle est gagnée, tu gardes ces immunoglobulines sous forme d'IgG. Quand tu as des IgG, c'est que tu as gagné la bataille ou que tu as été vacciné. C'est l'un ou l'autre. Et toi, c'est ça être séropositif.
Et c'est pour ça que je ne comprends pas. Et si quelqu'un peut m'expliquer qu'on peut passer d'être séropositif ensuite à séronégatif, moi, il y a quelque chose qui me gêne là. Là, il y a vraiment un schmilblick. C'est pas possible, ça. Quand on est séropositif, par exemple, à la grippe, on reste séropositif à la grippe. Quand on est séropositif à l'hépatite, on reste séropositif. Quand on est séropositif à la rougeole, à la scarlatine, à tout ce qu'on a fait quand on était enfant, ce sont des maladies immunisantes. Donc, on garde les IgG quasiment toute notre vie. Donc, il y a un truc qui va pas au niveau de l'expression, et ça, j'ai du mal. Il y a un autre truc, puisque j'en profite moi aussi, c'est ma gueulante. Il y a un terme que j'ai horreur, et je ne comprends pas, ce que j'ai écrit dans mon article, c'est la distanciation sociale. Là, il y a un terme qui me gêne. Distanciation physique, oui, mais sociale, là, il y a un schmilblick, là. Vous voyez, ça va pas, ça va pas. Et même nos enfants, là, les jeunes qui vont avoir le masque, là, comment ils font pour se fabriquer leur système immunitaire ? Faut être mis en présence des microbes, comme tu l'as dit. Ils étaient là avant nous et ils seront encore là après nous, encore, ces microbes. Et on en a plus, on a 10 puissance 14 bactéries dans l'intestin. Mais ça, ils ont du mal. Alors, on va tout passer au gel, on se lave les mains pendant je sais pas combien de fois. Qu'on se lave les mains, c'est bien, ça nous a permis de savoir qu'il fallait se laver les mains quand même, hein, coronavirus. Mais là, maintenant, ça prend des proportions. Comme je te disais tout à l'heure, moi, dans le train, porter le masque pendant 4 heures pour aller à Aix-en-Provence, mais c'est une horreur. Ouais, c'est une aberration et c'est complètement antiphysiologique de respirer son propre absolument. CO2 comme ça. Tu prends ton CO2, tu t'acidifies, t'es isolé des microbes, tu vois, et ton cerveau est moins oxygéné. Alors ça, il y a certains hommes politiques qui, au niveau oxygène, au niveau du cerveau, ils en ont pas beaucoup, hein. Mais bon, non, mais tu vois, c'est aberrant, quoi. Oui, c'est aberrant. C'est aberrant et c'est vrai que ça, c'est un vaste sujet. On pourra vraiment en traiter de cette question d'immunité parce que justement, tu as écrit un livre qui s'appelle Stress et immunologie et je serais ravie qu'on puisse faire une émission autour de ça tout bientôt. Parce que là, il y a des choses à dire. Hein. Oui, complètement. Il y a tellement de choses à dire surtout. Là, déjà, le foie, c'est un vaste sujet. Et encore une fois, là, on a fait quand même un petit condensé d'informations parce qu'il y a tellement de choses à dire. Si on pouvait récapituler, ce serait vraiment de dire à quel point le foie a un rôle primordial au sein de notre organisme, plus de 300 fonctions épousées. Donc vraiment, prenons soin de notre foie, mais à tout niveau, de manière holistique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on donne à manger physiquement à notre corps, quels aliments, mais aussi quelles émotions, de qui on s'entoure, quels sujets de conversation on nourrit, etc. Est-ce qu'on est propice à se préserver du stress ou pas? Tout ça, ça va... Tu vois, il y a une technique, Alice, qui est immunostimulante, rajeunissante. Le rire. Ouais, le rire. Ben oui, mais c'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure, on se marre. Oui, autant te dire que notre foie est ravi, là. Et là, il est ravi. Et ton système immunitaire, il est au summum, là. Bah oui, mais c'est tellement précieux, en fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le climat qu'on vit actuellement, on est dans un climat de stress, de culpabilisation, de peur. Et tout ça, c'est immunodépressif. Et ça vient impacter vraiment de manière très négative notre organisme. Et dans ces moments-là, c'est précieux de se rappeler des bases. Bien manger, bien s'entourer aussi, avoir des belles relations. Donc pour moi, le social est primordial. C'est important de continuer à nourrir. Pas s'entourer avec des gens pessimistes. Exactement. Qu'avec des gens optimistes, avec des gens qui rient, d'accord ? Parce que quand tu es avec quelqu'un qui rit, tu ris. Quand tu es avec quelqu'un qui fait la gueule, tu fais la gueule. Exactement. Et ça, c'est hyper important. Donc comme tu disais, bien penser, bien manger, bien éliminer. Oui, et éliminer, on parle à la fois physiologiquement, mais aussi émotionnellement, d'exprimer ses colères quand on a des colères à exprimer, d'exprimer ses frustrations quand on a besoin de le dire. Et ça, c'est thérapeutique. Et puis, si on veut pas tout balancer à la figure de la personne qui est en face de nous, on l'écrit. On l'écrit, puis soit on la brûle, on l'enterre dans la forêt, ou on fait un feu de joie avec. Mais en tout cas, il y a tout un tas de moyens thérapeutiques pour se libérer et puis libérer notre organisme par la même occasion. C'était vraiment passionnant, Christian. Je te remercie infiniment pour ce moment partagé ensemble. On pourrait rester encore des heures au micro, je pense. Qui te remercie de ta confiance. Avec un immense plaisir. Et puis, on va se réorganiser de nouvelles émissions tout bientôt sur d'autres thématiques. En tout cas, si vous voulez en apprendre plus sur votre précieux foie, n'hésitez pas à vous procurer l'ouvrage Nettoyer et drainer son foie naturellement, les réponses naturopathiques par Christian Brun aux éditions Guitre et Daniel. Et puis, on peut retrouver toute ton actualité, Christian, sur ton site internet. Sur le site internet, oui, c'est Christian-Brun-naturo.fr. Bon, super. De toute façon, ce sera marqué dans la barre de description du podcast. Et puis, tu consultes aujourd'hui si les personnes veulent te voir en consultation. Je continue à consulter. Et puis, je fais beaucoup de cours, comme tu le sais très bien, au Sénato, où je suis un des profs principaux. Et puis, des conférences à droite et à gauche. Et là, je viens de finir un ouvrage qui va sortir chez les éditions Erol sur les clés décisionnelles. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut poser comme question au niveau de l'anamnèse quand vous êtes en consultation et quels sont les examens biologiques qu'il faut faire pour objectiver telle ou telle pathologie.
plutôt que d'aller trop vite et puis peut-être passer à côté de quelque chose de beaucoup plus grave. Donc ça, c'est vraiment des choses très importantes. Bon, vivement que cet ouvrage sorte aussi. En tout cas, il y a plein de belles lectures. Vous pouvez aussi retrouver tous les ouvrages de Christian Brun sur son site internet. Et puis, il nous reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée. Et puis nous, on se dit à tout bientôt, Christian, pour de nouvelles émissions. À très bientôt, Alice. Merci beaucoup. Merci à toi. E-Live, comment je me nourris ? Une émission présentée par Alice Van Hoy, naturopathe et spécialiste alimentation vivante, végétale et gourmande.